Une ambition insatiable. Un esprit permanent de conquête. Des meurtres. Mais aussi des techniques très en avance sur l'époque. Tels sont les piliers sur lesquels repose l'Empire romain. Vous allez découvrir que les Romains, ce sont avant tout des projets architecturaux colossaux. Des stades, des palais, des routes, des aqueducs, édifiés sur 3 continents avec un seul but, affirmer au reste du monde la toute-puissance de cet empire. Mais malgré cette domination incontestable, vous verrez que les Romains ne parviendront pas à éviter l'effondrement de cet empire jamais égalé. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Explora. Les Romains, vous connaissez tous cette civilisation brillante qui a dominé le monde il y a 2000 ans. Mais ce que nous allons découvrir ce soir, c'est que si les Romains sont parvenus à cette puissance, c'est avant tout grâce à d'extraordinaires avancées techniques. Ponts, routes, aqueducs, amphithéâtres, palais, les Romains ont innové dans tous les domaines. C'est ainsi, et avec à leur tête des généraux, des politiciens ambitieux, qu'ils ont réussi à dominer 3 continents. Pour la première fois, à l'aide de reconstitutions exceptionnelles en images de synthèse, nous allons vous raconter l'histoire de ces innovations et celle des hommes qui les ont permises. Nous verrons aussi comment les Romains ont apporté leur civilisation et leur technique en Gaule, c'est-à-dire chez nous, et comment ils ont petit à petit fait de notre territoire une partie intégrante de l'Empire romain. Nous verrons bien sûr pourquoi et comment ils ont construit ce célèbre pont du Gard qui est en fait le vestige d'une canalisation qui a mené l'eau courante jusqu'à la ville de Nîmes, une des plus grandes villes de l'époque. Mais il est temps de commencer notre voyage dans le monde romain avec quelqu'un que vous connaissez tous, Jules César. Jules César qui restera aussi dans l'histoire pour un incroyable chef-d'œuvre de hardiesse et de technique, un pont jeté en quelques semaines sur un des plus grands fleuves d'Europe, bel exemple du savoir-faire des ingénieurs romains. Regardez. 15 mars 44 avant Jésus-Christ. L'homme le plus puissant du monde gît inanimé sur le sol du Sénat romain. Comme général, il a presque doublé la taille de l'Empire romain. Comme politicien, il a orchestré sa montée vers le pouvoir absolu avec une habileté stupéfiante. Pourtant, malgré un destin hors du commun, ce guerrier vient d'être abattu à Rome, assassiné par des Romains. Cet homme, vous le connaissez tous. Il s'appelle Jules César. La soif de pouvoir de César reposait sur son désir d'accéder aux plus grands honneurs que pouvait offrir l'Empire romain. Il semblerait qu'il ait voulu garder tout le pouvoir pour lui seul. Il ne voulait pas partager son pouvoir avec les autres, et c'est ce qui a directement mené à son assassinat. Il faut remonter quelques décennies en arrière pour comprendre Jules César. C'est alors un général ambitieux qui a déjà tout planifié. Il sait que la route qui le mènera au pouvoir suprême commence bien loin de la capitale, sur les champs de bataille. Sa soif de conquête militaire va engendrer la construction d'un des exploits techniques les plus intimidants de Rome. 55 avant Jésus-Christ. Jules César mène 8 légions romaines, 40 000 hommes au total, qui marchent en cadence vers le nord de la Gaule. Une région qui englobe la France, la Belgique et la Suisse actuelle. Il veut aller en Germania, en Allemagne, et traverser le Rhin, car aucun commandant romain ne l'a fait auparavant. Il veut être un conquérant aussi puissant qu'Alexandre le Grand et aller en terre inconnue. Le Rhin est à l'époque la frontière du monde connu. Pendant des siècles, il a protégé les tribus germaniques de l'expansion romaine. Aucune armée n'a réussi à le traverser, car aucune technologie ne le permet. Mais César n'est pas un guerrier comme les autres. Aucun obstacle ne peut se mettre en travers de sa route. Il aurait pu y aller en bateau, mais c'était ridicule d'y aller à la rame. On peut mettre 8 légions sur des bateaux, mais ce n'était pas assez glorieux pour Jules César. Il fallait qu'il traverse à cheval. D'un point de vue technique, les difficultés pour construire un tel pont sont énormes.
à cause de la force du courant et de la profondeur de la rivière. Vous ajoutez le temps record auquel il a fallu le construire, à cause de la stratégie militaire, vous vous rendez compte que c'est un exploit. Le pont doit être aussi long que 3 terrains de foot et doit pouvoir soutenir le poids de 40 000 soldats. Malgré la largeur du Rhin, sa profondeur et ses courants d'une violence inouïe, Jules César est déterminé à réussir. Traverser une rivière de cette taille avec un pont est une mise en scène qui plaît beaucoup au public romain. Mais bien sûr, ceux qui vont être les plus impressionnés sont ceux qui sont de l'autre côté de la rivière. Ils vont être abasourdis lorsqu'ils vont découvrir ce spectacle. Avec la vitesse et l'efficacité d'une machine bien rodée, les soldats de César se mettent à construire un pont avec le bois des alentours. Heure après heure, minute après minute, un véritable miracle d'ingénierie les rapproche de l'autre rive, jusque-là inatteignable. C'est comme si, de nos jours, on voyait atterrir un vaisseau spatial, de la taille, disons, de la moitié de Manhattan, capable, grâce à un dispositif magnétique, de soulever des immeubles. Ce serait effrayant pour nous, quelque chose que nous ne serions pas capables de comprendre du tout. À la base du pont, une série de piliers en bois plantés dans le fond du fleuve. Chacun fait 50 cm d'épaisseur. Vers le milieu du pont, il mesure plus de 10 mètres de hauteur pour pouvoir s'enfoncer dans le lit du fleuve tout en dépassant de l'eau. Et pour assurer la stabilité du pont, regardez bien, ils sont enfoncés inclinés dans le sens du courant. Planter les piliers avec un certain angle avant de les relier, c'est en gros ce que font les charpentiers quand ils construisent un chevalet. Les pieds sont inclinés, c'est ce qui leur donne la solidité suffisante pour en faire un support de travail stable. L'inclinaison offre une plus grande résistance face à la force de l'eau et de ses courants. Mais il est beaucoup plus difficile de les planter inclinés dans le lit du fleuve plutôt que de les enfoncer à la verticale. Donc ils devaient travailler très minutieusement avec des charpentes en bois pour pouvoir les ancrer solidement au fond du fleuve. En amont, les piliers sont penchés dans la direction du courant. 12 mètres en aval, à l'inverse, les piliers sont penchés à contre-courant. Chaque groupe de piliers est relié aux autres par une longue poutre de 60 cm de large. Par-dessus sont couchées de longues planches de bois, le tout solidifié par des branches bien serrées. La conception même du pont est novatrice. Mais le plus éblouissant est la vitesse à laquelle le pont fut construit. 10 jours seulement après avoir ordonné sa construction, César marche sur son pont et vers son destin. Si on essayait de faire ça aujourd'hui, on ne serait jamais capable de construire une chose pareille, en si peu de jours, avec ce genre de technologie. On ne pourrait égaler un tel exploit que si on avait des milliers de soldats, loyaux et travailleurs, entièrement dévoués à leur chef et à son objectif, de traverser le fleuve pour terroriser les Germains. César estime que les forces armées germaines comptent environ 430 000 hommes, soit 10 fois plus que sa propre armée. Mais quand les Germains voient les légions romaines traverser le Rhin, ils se sauvent et vont se réfugier sur les hauteurs. Pendant les 18 jours qui suivent, César est donc libre de découvrir les territoires qui se trouvent au nord du Rhin et ne rencontre aucune résistance. Puis, il franchit son pont en sens inverse et le détruit. C'était symbolique. Cela voulait dire Rome peut aller n'importe où. Rien ne peut arrêter Rome. Et plus extraordinaire encore, cela voulait dire Jules César peut aller où il veut. Le pont de César est une des premières marques de son ambition démesurée. 10 ans plus tard, cette ambition le mènera à exercer un pouvoir sans précédent sur Rome, qui causera aussi sa perte. Dès le premier jour de son accession au pouvoir, en 44 avant Jésus-Christ, alors qu'il est âgé de 55 ans, les premières rumeurs d'assassinat se font entendre dans les couloirs du Sénat romain. Parfois, son comportement laisse à croire qu'il aimerait être vénéré comme un dieu.
Son ambition dépasse tellement les limites de ce que les Romains, et particulièrement les sénateurs romains, considèrent comme acceptable, qu'il est assassiné. Jules César a passé sa vie à bouleverser le paysage politique de Rome. À sa mort, il incarnera aussi bien la grandeur du pouvoir absolu que le danger que représente un tel pouvoir. Quand César a été assassiné, on ne savait pas si l'Empire tout entier n'allait pas s'effondrer avec lui. Ce meurtre a causé un choc énorme, mais aussi des soulèvements au sein du peuple. Le règne de César est un tournant majeur dans l'histoire politique de Rome. Sa conquête de la Gaule agrandit immensément l'étendue de l'influence romaine. Sa consolidation du pouvoir marque la mort de la République romaine, gouvernée jusqu'alors par des sénateurs et des consuls élus démocratiquement. Son accession au pouvoir marque la naissance d'un empire gouverné par un empereur tyrannique à l'autorité absolue. César est le premier dictateur d'une longue lignée. Certains d'entre eux utiliseront leur pouvoir pour construire de véritables merveilles. Cependant, la vanité, l'excès, l'égoïsme commun à nombre de ces tyrans mèneront l'Empire à sa perte. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'heure, l'Empire est en passe de devenir la civilisation la plus avancée d'un point de vue technique et la plus puissante que le monde ait jamais vue. Jules César est bien sûr célèbre pour les guerres qu'il a menées contre les tribus gauloises, mais à l'époque, d'autres généraux avant lui ont déjà conquis et pacifié le sud de la Gaule. La République romaine comprenait déjà à son époque l'Italie bien sûr, mais aussi la Grèce, l'Espagne, le sud de la France donc, mais aussi une partie de la Turquie actuelle, une partie de l'Égypte et la Tunisie. Que de chemin parcouru en 700 ans depuis qu'une petite ville du centre de l'Italie a commencé à attaquer et occuper les cités voisines. Pour comprendre, il faut nous diriger vers la ville qui est à l'époque le centre du monde, Rome. Et vous allez voir que dès les débuts en matière de construction et de transport, les Romains ont innové. Regardez. Aujourd'hui, Rome est une ville du XXIe siècle où se côtoient l'histoire et le monde moderne. On peut tout apprendre de Rome, car Rome est le socle de l'histoire du monde durant au moins un millénaire. Rome est le centre d'un empire gigantesque qui commence en Angleterre et s'étend jusqu'à l'Arménie, l'Afrique et même l'Allemagne. C'était un empire extraordinaire. Alla Germania, quindi un impero straordinario. La légende veut que la ville ait été fondée en 753 avant Jésus-Christ par Romulus et Rémus, deux frères abandonnés lorsqu'ils n'étaient encore que des bébés et qui furent élevés par une louve. Les deux frères avaient décidé de construire leur propre ville sur les berges du Tibre. Mais ils ne parvinrent pas à s'accorder et à décider qui exercerait le pouvoir sur Rome. Rémus finit donc par être assassiné par Romulus, dont Rome tire son nom. Le ton était donné. Durant des siècles, le pouvoir à Rome s'obtiendrait bien souvent dans un bain de sang. La guerre civile a été l'un des facteurs déterminants de la croissance de l'État romain. L'histoire, la tradition de Romus et Rémulus résonnent à travers toute l'histoire romaine. Au début, Rome n'est qu'un petit royaume parmi d'autres au centre de l'Italie. Elle doit lutter pour exister. Cependant, Rome est déjà différente. Contrairement à ses voisins renfermés et tournés vers eux-mêmes, Rome est un refuge sûr pour les marginaux ambitieux. Romulus avait dit « Puisque nous n'avons pas de peuple, je vais créer un asile. Je vais créer une sorte de zone libre pour tout le monde. Les fugitifs, les esclaves, les brigands, les pirates. » C'était un état d'esprit unique à l'époque. Et donc, depuis le début, les Romains semblent avoir été très ouverts. Cette ouverture encourage la mixité des idées. Parmi elles, des connaissances en ingénierie importées d'autres cultures. En empruntant la technologie de leurs voisins, tels que les Étrusques, Rome va devenir un pouvoir régional. Les Romains avaient une capacité extraordinaire à utiliser la technologie existante et à l'adapter, à l'affiner, à l'améliorer.
Par exemple, ils ont emprunté aux Étrusques leur technique pour construire des routes, leur réseau hydraulique souterrain ou encore d'immenses murs extraordinaires et l'ont fait évoluer pour en faire quelque chose d'encore plus évolué. La première prouesse technologique de la ville, c'est la Cloaca Maxima. Un égout de 800 mètres de long qui fonctionne toujours aujourd'hui, 2500 ans après sa construction. La Cloaca Maxima déverse les eaux de pluie des rues de Rome dans le Tibre. Les ingénieurs romains ont aussi utilisé ce réseau souterrain pour drainer les marais situés au pied des 7 collines de la ville. C'est sur ces marais asséchés qu'ils ont construit le Forum, le premier centre-ville de la cité. La construction de la Cloaca Maxima est l'événement clé qui a fait passer Rome d'un assemblage de tribus vivant sur des collines disséminées autour d'un marécage à une ville centralisée et unifiée. Le nouveau forum romain, construit grâce au drainage des marais par la Cloaca Maxima, a permis à la culture romaine de s'établir dans un centre unique. Alors que la culture de Rome se consolide, l'influence de la ville sur ses voisins commence à s'étendre. Dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, Rome contrôle la majorité de l'Italie centrale. Ses ingénieurs développent alors un réseau qui permettra de relier l'ensemble de ce territoire en pleine expansion. Dans l'Antiquité, il y avait deux façons de voyager. On pouvait passer par les campagnes, à cheval, ou le plus souvent à pied, voire en charrette. Ou bien on pouvait voyager en bateau. Les routes telles qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient pas avant l'Empire romain. Mais cela change en 312 avant Jésus-Christ, quand la Via Appia est construite. C'est la première autoroute de l'histoire. Elle s'étend sur plus de 200 km et relie Rome et la province de Campanie au sud du monde romain. Afin de créer la route la plus droite et la plus rapide sur cet itinéraire, les ingénieurs romains ont utilisé un instrument de mesure d'un nouveau genre. Les Romains utilisaient un outil appelé groma. C'était une perche verticale plantée dans le sol, surmontée d'un croisillon. Ce croisillon permettait de se repérer et d'aligner deux points pour créer une ligne droite. Le problème, c'est qu'à la différence d'aujourd'hui, les Romains d'hier ne connaissaient pas de technique pour tracer les angles. Les routes ne pouvaient donc qu'être droites. C'est un problème, car la nature n'est pas droite, et à un moment on va croiser des collines et des vallées que l'on devra traverser. Les Romains adoptaient donc une solution radicale, éliminer l'obstacle, creuser la roche et toujours aller en ligne droite. Une fois le chemin tracé, une large fosse est creusée, puis remplie de sable et de cailloux pour constituer une base solide. Ensuite, on y ajoute une couche de gravier et on tasse le tout avec de l'argile ou du mortier. Le dessus de la route est pavé. Il est recouvert d'épaisses pierres inclinées de façon à ce que l'eau de pluie puisse s'écouler sur les côtés. Pour la première fois, des routes pavées stables sont créées. Un pavement qui pouvait résister à l'épreuve du temps. Ces pavés étaient capables de supporter les allées et venues des charrettes comme de toute une armée. Les routes étaient extrêmement dissuasives. On y réfléchissait à deux fois avant d'aller leur chercher des noises. Car 10 000 hommes pouvaient se retrouver chez l'ennemi en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Lorsque Jules César est assassiné en 44 avant Jésus-Christ, Rome contrôle presque toute l'Europe de l'Ouest et la quasi-totalité de l'Afrique du Nord. Elle a vaincu Carthage un siècle plus tôt et elle est ainsi devenue le pouvoir dominant en Méditerranée. C'est le petit-neveu de César qui lui succède, Octavien. Il est rebaptisé Auguste et couronné empereur de Rome. Sous le règne d'Auguste, le réseau routier s'agrandit encore et permet désormais d'atteindre les coins les plus reculés de l'Empire. Ces autoroutes pavées ouvrent la voie à de nouvelles conquêtes.
Sous le règne d'Auguste, on commence à voir apparaître des villes adoptant le mode de vie romain un peu partout dans l'Empire. Elles sont équipées d'un forum, d'un théâtre, d'un amphithéâtre, d'une basilique et de tous les autres signes distinctifs d'une cité romaine. Ces peuples qui viennent d'être conquis découvrent un mode de vie tout à fait nouveau. En effet, les nouvelles villes sont construites sur le modèle romain, le plus moderne qui soit. Les gens affluaient vers ces nouvelles villes. Ces centres urbains qui étaient le symbole de la civilisation offraient un meilleur niveau de vie et plus d'opportunités de travail. C'est là qu'on pouvait faire fortune. Et les gens s'y précipitaient. Ce n'était pas si différent d'aujourd'hui. Les gens vont là où il y a du travail. La cité romaine était le meilleur moyen d'étendre la culture romaine à travers le monde, je crois. Ces grandes villes ont survécu aujourd'hui, c'est ça qui est incroyable. Londres, Bonn, Paris sont des témoins encore vivants de cette domination romaine. Les ingénieurs romains ne possèdent pas de potions magiques, mais ils ont une arme secrète qui leur permet de construire rapidement des bâtiments à la fois très solides et très grands. Cette arme secrète, c'est la puzzolane, une pierre volcanique avec laquelle on peut fabriquer un béton qui résiste à l'eau. À cette époque, le béton n'était qu'une simple mixture à base de mortier et de chaux. Elle durcissait, mais ce n'était pas du solide. Il se cassait et s'effritait. L'emploi de la puzzolane fut une révolution. On la mélangeait à la chaux, et cela faisait un béton assez similaire à celui que nous avons aujourd'hui. Beaucoup plus solide. Le béton romain était fabriqué à partir d'eau, contrairement au mélange qui existait précédemment. Il est beaucoup plus résistant. Il pouvait résister à l'eau. Et il constitue un élément fondamental au développement de l'architecture romaine. Ce béton permet à Auguste de renforcer l'emprise de Rome sur toute l'Europe de l'Ouest, en permettant notamment aux constructeurs de dominer le paysage avec des monolithes imposants. Mais c'est un autre ouvrage qui va modifier en profondeur la vie quotidienne des habitants de l'Empire romain. Cette innovation, c'est bien sûr l'aqueduc. Alors un aqueduc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une canalisation qui permet d'amener, comme aujourd'hui d'ailleurs, l'eau depuis une source jusqu'à une ville. Et quand cette canalisation doit passer par une vallée, on construit un pont pour la supporter. C'est le cas du pont du Gard, qui n'est en fait que le support d'une canalisation que l'on voit tout là-haut, qui passe et qui permettait d'amener l'eau depuis une fontaine située près d'Uzès, à quelques kilomètres d'ici, jusqu'à la grande ville romaine de Nîmes. D'ailleurs, cette canalisation, je vous emmène la découvrir. Suivez-moi. Et voilà, je suis tout en haut du pont dans la canalisation. C'est donc là que pendant plus de 500 ans a coulé l'eau depuis la fontaine près d'Uzès jusqu'à la ville de Nîmes. Et alors que tout l'édifice est en pierre, voici ici le fameux béton romain qui permettait d'imperméabiliser l'intérieur de la canalisation. Vous le voyez, 2000 ans plus tard, il est là, toujours en place, toujours aussi solide, quasi indestructible. Clémentine, bonjour. Bonjour Mac. Vous êtes journaliste et historienne. Alors on va voir dans un instant que les Romains ont déployé beaucoup d'efforts pour amener l'eau au centre des villes. Mais pour autant, est-ce qu'on peut dire que les Romains sont des gens propres? Ah, non seulement on peut le dire, mais un bon Romain est un Romain propre. La toilette quotidienne à Rome, c'est essentiel. Très tôt, les bains publics seront gratuits, puis ils vont proliférer. Il y en aura jusqu'à 900 établissements liés au terme et à la propreté à Rome. Alors là, si on n'est pas propre à Rome, on ne l'est nulle part. Alors, je comprends bien qu'il y a des bains publics partout, les thermes, que les Romains s'y rendent très régulièrement, dans toutes les villes d'ailleurs de l'Empire. Mais pour autant, les Romains se baignent, mais ils ne connaissent pas le savon. Alors comment est-ce qu'ils peuvent se laver? Oui, c'est exact, pas de savon chez les Romains. Mais vous savez bien comment fonctionnent des thermes, Marc. Il y a les bains chauds, les bains froids. Alors la vapeur va décoller la crasse. Alors une fois que la crasse est bien décollée, on prend un petit objet en bois qui ressemble un peu à un coupe-papier qu'on appelle un strigile et on se racle la crasse. Voilà, donc on ne se débarbouille pas, on se racle. Pourtant, si je ne m'abuse, le mot savon a une origine latine, sapo.
Oui, vous avez raison, parce que selon Pline le Jeune, ce sont les Gaulois, qui sont nettement moins propres que les Romains, qui inventent le savon. Mais alors, il ne faut pas imaginer un pain de savon comme celui que nous utiliserions aujourd'hui. Il s'agit d'une sorte de pâte qui est à base de suif, le suif de chèvre, c'est de la graisse de chèvre, voilà. On y mélange un petit peu d'herbe pour donner une petite odeur moins désagréable, et puis on met de la cendre, parce que la cendre a des vertus de décapage. Les grandes lessives au Moyen-Âge sont faites à base de cendre. Alors on utilise cette mélasse, mais chez les Gaulois, c'est comme lotion capillaire, en fait. Non, c'est parce que ça décolore les cheveux. Ça décolore. Les Gaulois, regardez Astérix et Obélix, hein, ils aiment bien être blonds, ils aiment bien être roux. C'est vrai qu'on parle du grand Gaulois avec les tresses blondes. Donc exactement. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les Gaulois ont inventé le balayage. Les Gaulois sont des crados, mais ils s'occupent de leurs cheveux. Ils s'occupent de leurs cheveux. Ils ont inventé le balayage avec un produit qui s'appelle le sapo, ancêtre du mot savon. Et ce sont les Romains qui vont découvrir qu'avec, on peut se nettoyer. Tout à fait. Cela étant, le savon que nous connaissons, nous, avec lequel, pour le coup, nous débarbouillons, c'est bien plus tard, il sera rapporté des croisades par les croisés qui l'ont découvert en Syrie, notamment, le pain de savon. Merci Clémentine. Alors, nous allons repartir à Rome pour bien comprendre l'importance de l'eau et de l'eau courante pour les Romains avec la découverte d'un personnage très important de l'histoire de Rome, l'empereur Claude. Regardez. Au début du 1er siècle après Jésus-Christ, Rome est le pouvoir dominant en Europe. Alors que les Romains agrandissent leur territoire, ils utilisent également leurs connaissances techniques pour améliorer la qualité de la vie quotidienne. De toutes les innovations, celle qui va vraiment tout changer est l'eau courante. Quand Rome a développé un système qui a permis l'eau courante, ce fut un véritable bond en avant. Rien d'équivalent n'existait. Dans la capitale, pas moins de 11 aqueducs assurent l'approvisionnement de Rome en eau. Ces aqueducs distribuent 150 millions de litres d'eau par jour. Imaginez, c'est le tiers de ce que consomme aujourd'hui une ville comme Paris. Toute cette eau parcourt des centaines de kilomètres avant d'arriver aux fontaines de Rome. Les aqueducs ont vraiment révolutionné la vie quotidienne des Romains. Pas seulement le bien-être, les jardins et les villas des riches ou les palais des empereurs. Non, tout le monde en profitait. Énormément d'eau était disponible à Rome et cela desservait une population énorme. Les aqueducs vont jouer un rôle essentiel. Grâce à eux, c'est tout simplement une nouvelle façon de vivre qui apparaît. Toute cette eau permet à 1 million de personnes de vivre en étant propres. Ils ont soudain accès à un confort jusque-là inconnu. C'est l'eau des aqueducs qui permet aussi de nettoyer les déchets et de garder la ville propre. Voilà aussi pourquoi les Romains pensent qu'ils sont supérieurs, parce qu'ils sont plus propres que les autres. Cette invention géniale ne peut pas être attribuée à un seul empereur. Il aura fallu des siècles pour mettre au point ce miracle technologique. Cependant, celui qui va permettre à cette invention révolutionnaire de faire un pas de géant est un empereur que rien ne prédisposait pourtant à la gloire. Bègue et difforme, Claude est celui grâce à qui l'eau courante va pénétrer au cœur de chaque quartier de Rome. Avant d'accéder au trône, Claude est la risée des siens. Il est considéré comme un invalide et sa famille le cache même, tant elle a honte de lui. Il avait un genre de tic, il secouait toujours la tête du côté gauche, avec l'air excédé. Et il n'était pas très gracieux non plus. Et puis surtout, il avait des problèmes de salivation qui n'étaient pas très ragoûtants. Malgré toutes ses faiblesses, Claude est un homme rusé. Et il sait parfaitement saisir une opportunité lorsqu'elle se présente. En 41 après Jésus-Christ, la quasi-totalité de la famille royale est assassinée en réponse au règne sanglant du neveu de Claude, Caligula. Mais Claude est épargné. Ses bourreaux ont pitié de lui. Ils n'imaginent pas une seconde que cet avorton puisse leur faire de l'ombre. Et pourtant, une fois le danger écarté, la première chose qu'il fait est de soudoyer la garde prétorienne. La manœuvre n'est pas glorieuse, mais elle fonctionne. Peu de temps après, il est proclamé empereur. Une fois devenu empereur, il semblerait qu'il ait été, en tout cas selon nos critères, un bon empereur. Ce n'était clairement pas un imbécile. Pendant le règne de Claude, l'Empire progresse de façon surprenante.
ces légions réalisent un exploit que même Jules César n'est pas parvenu à réaliser, la conquête de la Grande-Bretagne. Puis à son retour, il fait construire 2 aqueducs majeurs, l'Aqua Claudia et l'Aqua Agno Novus, qui accroissent considérablement la quantité d'eau se déversant dans la ville. En théorie, les aqueducs ne sont pas compliqués. En fait, l'eau se dirige toujours vers le point le plus bas. Du coup, elle va s'écouler le long d'une pente. Donc c'est un concept assez simple, que n'importe qui peut comprendre. Mais construire un aqueduc, ça c'est une autre affaire. Regardez comment les Romains construisent leurs aqueducs. Plus on se rapproche de la ville, plus la pente est abrupte. La pente s'accentuait de quelques centimètres tous les 30 mètres. Il fallait calculer l'angle des pentes à de grandes distances, 30, 50, parfois 60 km. Sur tout le trajet, des sources d'eau en montagne jusqu'à la ville. Il fallait être précis. Et n'oublions pas que la trajectoire devait toujours être la plus droite possible. Pour que le cheminement de l'eau soit parfait, même au travers des montagnes les plus hautes, les ingénieurs romains creusent des tunnels à l'inclinaison méticuleusement calculée. S'il y a des vallées, ils construisent des murs de pierre pour surélever les conduits. Quand ce mur mesure plus de 2 mètres, les Romains utilisent alors une technologie qui leur vient des anciens, l'arc. Une façon intelligente d'économiser les matériaux. L'arc a révolutionné l'architecture des anciens, car il a permis de voir les choses en plus grand. En fait, cela a tout changé. L'arc a permis de maîtriser l'espace. Regardez comment les arcs romains sont construits. Une structure démontable en bois permet de soutenir chaque pierre jusqu'à ce que la clé de voûte soit en place au centre. Cette clé de voûte répartit le poids de manière homogène de chaque côté de l'arc. Les ouvriers peuvent ensuite empiler les pierres sur l'ouvrage. L'arc est bien plus efficace qu'un mur, pour plusieurs raisons. Il est d'abord plus stable, il est plus solide. Il nécessite bien sûr beaucoup moins de matériaux qu'un mur pour sa construction. Et puis les arcs permettent tout un tas d'utilisations, que ce soit pour un toit, un aqueduc ou tout ce qui a besoin d'être soutenu. Une canalisation en pierre de 10 km de long, reposant sur des arcs guides, permet à l'eau de l'Aqua Claudia de traverser une plaine avant son arrivée à Rome. Les aqueducs avaient un toit, mais bien sûr, si on l'enlevait, l'eau ressemblait à une rivière se déversant dans la ville. Une fois l'eau arrivée dans la ville, chaque aqueduc s'écoule dans 3 réservoirs. Un pour les fontaines publiques d'eau potable, un deuxième pour les bains publics, et un troisième réservé à l'empereur et aux riches romains qui paient pour avoir leur propre eau courante, un concept très en avance sur son temps. En gros, dès le début du 1er ou du 2e siècle après Jésus-Christ, tout le monde, peu importe ses moyens, profitait de l'eau courante. C'était vraiment incroyable. Et ce ne sera plus du tout le cas par la suite, au Moyen-Âge, et bien après. Avec la construction de l'Aqua Claudia et de l'Aqua Agno Novus, l'empereur Claude a totalement renouvelé le système de distribution d'eau de Rome. Son aura et sa légitimité auprès de son peuple s'en trouvent renforcées. En revanche, sa vie personnelle est moins glorieuse. Et ses choix vont le mener à sa chute. Claude était connu pour adorer les femmes, et particulièrement ces femmes, de façon excessive. Il leur était quasiment dévoué. Son mariage avec sa nièce provoque une onde de choc dans tout l'Empire. Agrippine, la sœur de Caligula, est calculatrice et sournoise. Agrippine est la descendante d'une lignée de femmes ambitieuses, populaires et puissantes. Elle était une sorte de Cléopâtre de son époque. Elle était volontaire, elle était fière et elle était ambitieuse. Elle était terriblement ambitieuse. Après avoir été entourée d'empereurs toute sa vie, Agrippine veut elle aussi goûter au pouvoir. Elle va utiliser tout son charme, aussi bien physique que politique, pour l'obtenir. Et une fois le vieux Claude pris au piège, elle va se servir de son fils unique pour servir ses intérêts.
La seule intention d'Agrippine était de séduire Claude et de devenir impératrice. Son seul but, que son fils accède au trône. En 50 après Jésus-Christ, Agrippine convainc Claude de proclamer son fils héritier en lieu et place du propre fils de l'empereur. Celui-ci, envoûté, accepte. Le fils d'Agrippine, issu d'un précédent mariage, deviendra donc empereur au détriment du fils biologique de Claude. 4 ans plus tard, Claude meurt, empoisonné par un champignon. L'ambition démesurée de sa femme aura eu raison de lui. Agrippine n'est plus femme d'empereur, mais la mère du nouveau maître de Rome. Son nom est Néron. Il n'a que 16 ans. Ce jeune homme se révélera être un tyran capable des pires atrocités et désastres. Clémentine, on vient de voir la triste fin de cet empereur Claude, empoisonné par sa femme. Mais il y a une chose qu'il faut rajouter, c'est que Claude, c'est un empereur qui est né à Lyon. En quelque sorte, il est un peu de chez nous. Exactement, Mac, tout à fait, parce que son père était général dans la Légion romaine. Il guerroyait contre des tribus germaines et sa base, sa garnison était à Lyon. Donc Claude a effectivement vécu à Lyon. Est-ce que cette époque, les habitants de notre territoire actuel se considèrent comme des Romains ? Alors, c'est un long processus, hein, mais on est vraiment au tout début, où vous avez encore des Gaulois à la vieille mode, porteurs de braies. Les braies, c'est des pantalons. Ce sont des petits pantalons qui s'attachent à la cheville. Hein. Les Gaulois portent des braies, en latin donc brax, ce qui va donner le mot braguette, tandis que les Romains sont arrivés plutôt avec des jupes et des toges, comme dans Astérix. Exactement. On les voit, les légionnaires romains dans Astérix et Obélix, ils sont en jupette ou ils sont en toge. Et d'ailleurs, les Gaulois se mettront à porter des toges. D'ailleurs, la région de Gaule la plus proche de l'Italie romaine s'appelle la Gallia Toccata, la Gaule porteuse de toges. C'est amusant de voir cette rencontre entre les modes gauloises et les modes romaines. Alors après Claude, nous allons passer à son successeur, Néron, un empereur qui va rester dans l'histoire aussi bien pour ses vices que pour le palais ultramoderne qu'il a fait construire en plein cœur de Rome. Regardez. 64 après Jésus-Christ. Un petit incendie se propage et devient rapidement un immense brasier. Cette catastrophe sans précédent dure une semaine. Rome s'embrase et le feu détruit tout sur son passage. Des milliers de citoyens se retrouvent dans la rue, sans abri. L'incendie de 64 fut une tragédie épouvantable. Le feu a brûlé au moins les 3/4 de la ville. Toute la ville était un brasier. Toutes les maisons étaient atteintes, mais plus particulièrement celles des pauvres, qui étaient construites en bois. Tout le monde se demande ce qui a pu provoquer cet incendie. Très vite, le suspect numéro 1 s'avère être l'empereur lui-même. On aurait vu notamment Néron jouer de la lyre, comme si de rien n'était, au sommet d'une tour toute proche de l'endroit où l'incendie faisait rage. Il aurait regardé le feu comme un spectacle, et il serait allé à la tour de Mécène, où il aurait récité la chute de Troie. La légende veut qu'il s'amusait alors que Rome brûlait. Son comportement après l'incendie laisse penser qu'il est bel et bien coupable. Car Néron va confisquer un tiers de la ville désormais dévastée. Il en fait sa propriété personnelle et décide d'y construire le plus extravagant des monuments de l'Empire, un palais gigantesque qui s'étend sur plus de 80 hectares en plein centre-ville. La rumeur disait qu'il avait mis le feu pour pouvoir raser une partie de la ville et y construire son palais. Mais la folie de Néron ne s'arrête pas là. Il décide de s'en prendre aux adeptes d'une toute nouvelle religion, les chrétiens. Il décrète que ce culte est illégal et pend ou brûle ses adeptes par centaines dans les rues de Rome. La cruauté de Néron est sans limite et sa soif de destruction et de sang traversera les siècles. Pour faire plaisir à sa nouvelle femme qui le lui demande, il lui fait envoyer la tête de son ex-femme. Par la suite, un jour où il était en colère, il passe sa rage sur elle et la bat à mort, alors même qu'elle attend leur enfant. Néron est surtout connu pour ses crimes abominables, le pire de tous étant sans conteste le meurtre de sa propre mère. Agrippine, qui a orchestré la montée au pouvoir de Néron après avoir empoisonné son mari Claude, est une mère particulièrement dominatrice.
elle s'attend à ce que son fils partage le pouvoir avec elle. Il a décidé d'éliminer sa mère. Il a essayé de le faire de différentes façons. La première fois, il a tenté de l'empoisonner à 3 reprises, mais elle a été sauvée par un antidote. Peu de temps après, alors qu'il regardait une Numakia, il s'agissait d'une bataille navale dans laquelle de réels navires en coulaient d'autres, il eut une inspiration, une révélation même. Il a eu l'idée d'utiliser l'un de ses bateaux pour mettre ses plans à exécution. Il a donc armé un navire qui a enlevé Agrippine, l'a escorté jusqu'à la baie, et puis au moment opportun, le bateau a coulé. Mais ça n'a pas suffi à tuer sa mère, cette punaise, car Agrippine savait nager. Du coup, Néron a dû envoyer sa propre garde pour l'assassiner. Et c'est seulement de cette façon qu'il a réussi à s'en débarrasser. Agrippine et sa soif de pouvoir mettent Néron hors de lui. Il a 21 ans quand il envoie ses gardes tuer sa propre mère. Elle leur a dit « Poignardez-moi ici d'abord ». C'est ce qui a donné naissance à Néron. C'était très dramatique. Néron fut hanté par la vision du fantôme de sa mère tout au long de sa vie. Des visions qui le firent sombrer dans la folie. Le temps passant, Néron est de plus en plus isolé. En même temps, peut-être à cause de cet isolement, de plus en plus paranoïaque et cruel. Au milieu de ses hallucinations, Néron a la vision du plus luxueux des palais. Il décide de faire construire le plus grand des édifices jamais imaginés. Cette folie, il la veut au milieu de Rome, sur une propriété publique financée par l'argent public. Imaginez que Central Park tout entier devienne la résidence personnelle de Bill Gates. Et cela prend place au milieu même de la ville, là où les riches et ceux qui avaient une influence vivaient. C'était vraiment choquant. Néron épuise toutes les ressources des provinces pour son palais. Et puis à Rome, il force les riches à lui léguer leur argent avant de les tuer. Ça devait être une époque vraiment terrifiante. Le palais d'or de Néron est construit avec la sueur, la douleur et le sang d'hommes condamnés aux travaux forcés. Dans la Rome antique, l'esclavage est une pratique courante et admise par tous. Un homme sur 3 vivant dans la cité est un esclave. Rome n'aurait pas pu accomplir ses merveilles sans esclavage. C'est le travail des esclaves qui a permis d'entretenir et d'agrandir l'Empire. Il est clair que sans esclaves, il n'aurait jamais été possible d'imaginer la réalisation de ces immenses projets, qui sont l'essence même de la Rome impériale. Le nouveau palais de Néron reflète la vision divine qu'il a de lui-même. Il est conçu comme une villa de bord de mer au cœur même de la ville. Une ville dont le paysage a changé. Des vignes, des jardins et même des pâturages réservés aux animaux sauvages recouvrent les carrefours du centre-ville de Rome. Imaginez la même chose au cœur de Paris. Les Romains n'en reviennent pas et sont choqués par cette démesure. Au centre du complexe se trouve un lac artificiel et un pavillon surmonté d'une promenade longue de près de 2 km. Une aile du palais comprenant 150 chambres est toujours intacte, enfouie sous la Rome d'aujourd'hui. À l'intérieur, on peut y voir une autre innovation technique des Romains, la voûte. Une voûte, c'est tout simplement une succession d'arches mises côte à côte. Une fois que l'on a construit la charpente, on construit une arche. On déplace la charpente, on construit une autre arche, et ainsi de suite. On obtient facilement une longue voûte, un moyen de construction très efficace pour les Romains. Le Domus Aurea de Néron est achevé en 4 ans seulement. Pour le plus grand bonheur de l'empereur qui s'exclama « Enfin, je peux commencer à vivre dans une demeure digne d'un être humain ». Ce palais est le plus luxueux jamais construit à Rome. Regardez, les murs des chambres sont recouverts de feuilles d'or, de fresques
et de pierres précieuses. Aujourd'hui, il ne reste de toute cette richesse que des pièces sombres et humides. Le plafond était orné de pierres précieuses et semi-précieuses. Il y avait du lapis-lazuli, du cristal et du cristal rose qui reflétaient la lumière. En construisant la Domus Aurea, Néron affirme haut et fort qu'il n'est pas l'un de ces bons empereurs généreux avec le peuple et prêt à lui sacrifier sa fortune. Je pense que c'est ça qui le mènera à sa perte. Son comportement égoïste était tellement éloigné des attentes de son peuple, des sénateurs et des citoyens romains qu'il fallait qu'il paye cette trahison. En 68 après Jésus-Christ, quelques mois après avoir pris possession de sa Domus Aurea, une révolte renverse Néron. Le Sénat fait de lui l'ennemi public numéro 1. Ce sont ses propres gardes qui le traquent. Plutôt que d'être fait prisonnier et de perdre la face, il préfère alors se trancher la gorge avec l'aide d'un esclave loyal. Avant de mourir, persuadé de son propre génie, il s'écrie « Quel artiste meurt en moi ?» Néron est mort comme l'acteur grandiose et éloquent qu'il a toujours voulu être. Un acteur tragique, sur une scène tragique. Et ces derniers mots montrent bien l'image qu'il avait de lui-même. Non pas celle d'un empereur, mais celle d'une star. À la mort de Néron, les Romains décident de faire disparaître toutes les traces laissées par ce tyran et son règne de souffrance. En 104 après Jésus-Christ, son palais est recouvert de terre et de gravats. Il sert de fondation au nouveau bain public construit par l'empereur Trajan. Pendant les 1300 ans qui suivent, le palais va demeurer enfoui et oublié par une ville en perpétuelle mutation. Puis, dans les années 1500, le hasard fait découvrir une cavité à des explorateurs qui va les mener droit au cœur du palais endormi. La découverte de ces fresques monumentales et étranges va inspirer les artistes de la Renaissance. Le mot « grotesque », tel qu'on l'utilise aujourd'hui, est un terme artistique qui décrit en réalité les créatures étranges qu'ils ont vues là-bas, mi-humaines, mi-bêtes, entre architecture et décoration. Le Domus Aurea demeure un témoignage frappant du règne effrayant de Néron, marqué par la folie, les meurtres, mais aussi par le culte de la personnalité. Néron s'est aimé et admiré jusqu'à son dernier souffle. Quand ce règne se termine, les Romains doivent affronter un futur incertain. Jusque-là, tous les empereurs descendaient d'une seule et même lignée. D'Auguste à Néron, ils étaient les descendants ou les parents d'une seule et même famille. Une famille qui s'éteint totalement avec la mort de Néron. Personne ne savait ce qui allait se passer, si ce n'est que ça allait être sanglant et que rien de bon n'était à envisager avant qu'une solution ne soit trouvée. Une lutte de pouvoir éclate alors. Les plus grands généraux de l'Empire s'affrontent, obligeant leurs armées autrefois amies à se retourner les unes contre les autres. Les combats sont sanglants et l'issue incertaine. Le vainqueur de cette lutte sans merci se nomme Vespasien. C'est un général simple qui a son franc-parler. Il a dirigé jusque-là les légions romaines chargées de maintenir l'ordre dans les colonies juives et instables de Judée. Dans ses veines, pas une goutte de sang princier. Et il ne ressemble en rien à son prédécesseur tyrannique. Vespasien était l'anti-Néron. On ne pouvait pas trouver plus différent de Néron. Il s'était fait tout seul. C'était un homme pragmatique, dur à la souffrance, qui détestait la prétention et en était fier. Le genre d'homme qui aurait largement préféré regarder un match de foot plutôt que d'aller à l'opéra. Contrairement à Néron, qui utilise les compétences des ingénieurs romains pour servir ses projets colossaux, projets qui n'avaient qu'un seul but, rendre hommage à sa vanité, Vespasien va mettre les meilleurs architectes et les plus grands esprits de la ville au service de son peuple. Sa première mesure sera de faire vider l'énorme lac que Néron avait fait construire au centre de son palais. À cet endroit précis se dressera l'une des plus grandes prouesses techniques du monde romain, un édifice où le chaos et la violence qui ont longtemps consumé la ville pourront être canalisés. Il s'agit de l'amphithéâtre Flavien, plus connu
sous le nom de Colisée. Vespasien faisait ainsi passer un message bien précis. Il rendait au peuple cet endroit qui lui avait été subtilisé par un empereur sans scrupules. Et cet espace, désormais public, serait un lieu de plaisir, ouvert à tous les Romains. Il s'agissait là véritablement de propagande. Alors, un bâtiment emblématique de la civilisation romaine. Ici, Clémentine, nous sommes à Nîmes, c'est l'ancienne Nemosus romaine. Comme dans toutes les villes de l'Empire, il y a un théâtre pour le théâtre et puis un amphithéâtre, ici les arènes de Nîmes, pour le reste. Alors, qu'est-ce qu'on y fait à l'intérieur? L'amphithéâtre, on pourrait comparer ça à peu près aujourd'hui à un stade ou un palais omnisport, hein. Alors, on y pratique toutes sortes de divertissements, plus ou moins cruels, vous allez voir. Cela fait déjà des siècles que les gladiateurs versent leur sang pour divertir le public. Mais les Romains ont soif de spectacles toujours plus grandioses, toujours plus impressionnants. Le Colisée va leur offrir ce qu'ils attendent. En permanence, le spectacle des combats du sang et de la mort viendront divertir le peuple. Dans cette enceinte, les jeux vont atteindre un niveau de cruauté inégalé dans l'histoire de l'Empire. Les carnages vont succéder aux carnages. C'était le lieu, c'était énorme. Le divertissement venait à vous. Les animaux les plus exotiques, des sauvages faits prisonniers dans les provinces les plus reculées. Tout cela était là pour vous, juste pour vous, au centre de la piste, en plein cœur de la ville. C'est sans aucun doute le plus grand amphithéâtre du monde. Un monument exceptionnel, par ses dimensions, mais aussi par l'organisation impeccable qu'a demandé sa construction. La construction du Colisée commence en 72 après Jésus-Christ. Elle est financée par la vente de reliques précieuses volées dans les temples juifs lors du pillage de Jérusalem par Vespasien et ses troupes. L'empereur ramène également à Rome 12 000 prisonniers juifs transformés en esclaves. Ce sont eux qui construiront l'amphithéâtre. Ils ont travaillé très dur et dans des conditions extrêmement difficiles, jusqu'au bout. Les esclaves vont couler plus de 6 000 tonnes de béton et traîner d'immenses blocs de marbre sur plus de 30 km. Quand ils atteignaient une certaine hauteur, pour consolider le tout, au lieu d'utiliser du calcaire qui était dur, lourd et cher, ils se tournaient vers des matériaux plus pratiques et meilleurs marché, comme la brique. Les Romains avaient des grues en bois assez sophistiquées et des outils performants. Soulever les blocs de pierre à n'importe quelle hauteur était donc une chose assez simple. En 8 ans seulement, l'édifice atteint les 50 mètres de haut et éclipse tout ce qui l'entoure. C'est le plus grand édifice construit par la Rome antique. C'est l'amphithéâtre de la capitale, Rome. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement que Rome doit tenir son rang. Elle était bien plus grande que toutes les autres villes, bien plus riche. Donc l'amphithéâtre devait être le symbole de cette domination, aussi bien technologique que financière, de la Rome antique. Les amphithéâtres romains sont construits à partir d'une structure remarquablement simple. Ils réunissent 2 théâtres grecs en demi-cercle dos à dos, réunis pour former un théâtre circulaire de 360 degrés. Mais le Colisée introduit des nouveautés et des aménagements sophistiqués. Imaginez un réseau complexe de couloirs et d'escaliers permettant l'évacuation de 70 000 Romains en un temps record. Tout comme dans les stades d'aujourd'hui, chaque personne a un ticket avec un numéro correspondant à l'une des portes d'entrée. Le complexe est construit de manière à contrôler la foule, mais tout y est conçu également pour son confort. Il y a 110 fontaines à eau et 2 toilettes publiques adaptées aux grandes foules. Il y a 2 pas des gradins, les Romains ont vraiment pensé à tout. Regardez ici, extrêmement rare, un urinoir parfaitement conservé qui permettait aux spectateurs ayant un besoin pressant d'aller se soulager quelques instants avant de retourner voir les combats des gladiateurs. Il fallait y penser. Le Colisée possédait également un toit rétractable. Les jours de grande chaleur, la marine dépêchait des matelots.
Ces marins étaient juchés au sommet du Colisée et devaient déployer un auvent en toile, le vélarium, au-dessus du dernier étage de gradins pour protéger les spectateurs du soleil. Ils pouvaient l'ajuster selon la chaleur et le vent. Et du coup, ça marchait comme une vraie climatisation. Et les gens étaient à l'ombre. Les marins se tenaient au sommet et se servaient de perches, dont les trous sont toujours visibles à l'extérieur, pour manipuler cette immense toile. En 80 après Jésus-Christ, le Colisée est achevé. Mais Vespasien ne verra pas l'achèvement de ce bâtiment grandiose. Il meurt de cause naturelle 1 an avant. C'est son fils et successeur Titus qui présidera la cérémonie d'inauguration. Pendant 100 jours, les Romains se ruent au Colisée pour assister à toutes sortes de tueries. En une seule journée, on peut y massacrer 5000 animaux, y tuer des milliers de gladiateurs et de prisonniers. À l'extérieur des arènes, seule la guerre provoque de tels carnages. À l'intérieur, ces boucheries ne sont qu'un divertissement pour le peuple. Regardez, Mac, vous venez passer votre journée aux arènes. Alors, le matin, petite distraction, animaux contre animaux. Pause déjeuner, on voit se faire dévorer un malheureux chrétien par un fauve. Ou un condamné à mort de droit commun, j'imagine. Un condamné à mort aussi. Et puis, le clou du spectacle, c'est l'après-midi. Alors là, les combats de gladiateurs. Et donc, Clémentine, c'est haut, il y a encore des gradins. Les Romains montaient jusque-là? Oh, pas tous, hein. Ici, c'était les gradins réservés aux esclaves et aux prostituées. Donc nous, selon toute probabilité, nous aurions été en bas, avec le gratin. L'un des numéros les plus excitants et les plus attendus du Colisée était la Noumachia, la bataille navale. C'était une bataille navale avec des vrais hommes à bord de vrais navires. Alors bien sûr, ces navires étaient appareillés en bonne et due forme. Il était tout à fait possible de déverser de l'eau en provenance de l'un des aqueducs pour remplir l'arène suffisamment. Nous avons des preuves, grâce à des études récentes du Colisée, qui montrent qu'il y avait tout un tas de canaux permettant d'amener de grandes quantités d'eau jusqu'au Colisée. Donc oui, c'est possible. Et oui, c'est arrivé. Cristiano Ramiri est le premier archéologue à explorer le labyrinthe des canalisations souterraines situées sous le Colisée. Il est certain d'avoir trouvé la preuve qu'il y avait un système de canaux permettant d'inonder l'arène afin que s'y déroulent ces fameuses batailles navales. Nous avons retrouvé des tunnels très anciens sous l'arène, encore plus anciens que le Colisée, qui datent de l'ère de Néron et de la Domus Aurea. Les canalisations construites sous le lac artificiel de Néron sont restées intactes et le Colisée a été construit par-dessus. Ils ont, d'après la théorie de Cristiano, été reconfigurés pour inonder puis évacuer l'eau de l'arène. C'est ce qu'il va tenter de prouver. Regardez, ces images sont inédites. Pour la première fois, grâce à Cristiano et son équipe de plongeurs, nous pouvons voir ces anciens conduits. L'eau qui y coule toujours est polluée par 2000 ans de débris et constitue en elle-même une véritable source archéologique. Sous le Colisée, Cristiano découvre un réservoir directement relié à un aqueduc tout proche. Cristiano pense que c'est l'eau de cet aqueduc qui était déversée dans l'arène. Il trouve aussi des tuyaux de drainage connectés aux égouts, qui ont pu être utilisés pour vider l'arène et évacuer l'eau vers le Tibre. Il y avait un vrai système de plomberie, et il fut un temps où les tunnels étaient utilisés pour inonder l'arène et créer des batailles navales. Les batailles navales du Colisée représentent une prouesse technique incroyable. Mais elles ne sont qu'une mode éphémère dans l'arène la plus célèbre du monde. 1 an plus tard, les Romains abandonnent les batailles navales au profit d'un chantier qui va révolutionner les Jeux. Une structure souterraine, haute de 2 étages, l'hypogée. À l'intérieur se trouve un système d'ascenseurs et de trappes dissimulées qui permettent aux animaux sauvages et aux gladiateurs
de surgir du sous-sol pour surprendre leurs victimes et les abattre. En fait, derrière la splendeur de l'amphithéâtre, il y a les coulisses, et là, c'est beaucoup moins drôle. Le cœur névralgique de l'amphithéâtre se situe ici, sous l'arène. Car c'est là, dans des galeries souterraines, que les Romains tenaient enfermés les prisonniers et les animaux sauvages, et que les gladiateurs, prêts à affronter la mort, aiguisaient leurs épées. Au début de chaque jeu, des trappes s'ouvraient dans le sol de l'arène et les animaux sauvages, loups, taureaux ou sangliers, et même à Rome lions et panthères, étaient amenés sur la piste grâce à un jeu d'ascenseur et de plans inclinés. Imaginez, de ces galeries souterraines, gladiateurs et condamnés à mort ne perdaient rien de ce qui se passait au-dessus. Ils devaient entendre les clameurs de la foule, les cris des bêtes féroces et les hurlements des suppliciés. Ils sentaient sûrement l'odeur des bêtes fauves, et pire encore, celle du sang répandu. Une violence inouïe, du sang, des frissons. Le Colisée offre les meilleurs divertissements de l'époque. Et tous ceux qui y pénètrent sont éblouis par les prouesses techniques réalisées par cette civilisation, qui à l'époque devance toutes les autres de plusieurs longueurs. C'est sous Vespasien que la civilisation romaine atteint son apogée. Il faudra 10 ans à cet empereur pour asseoir sa puissance et offrir à l'Empire la stabilité qui lui manque. Cette aura et cette force vont permettre à ses successeurs de réaliser des édifices toujours plus grands et toujours plus audacieux, tenant le plus souvent du génie, et parfois même du miracle. Lorsque le 1er siècle après Jésus-Christ s'achève, l'Empire romain s'étend de l'Angleterre à l'Égypte et du Portugal à l'Iran actuel. Son peuple se compose de 50 millions de sujets loyaux de toutes les races et de toutes les langues, qui obéissent tous à un seul et même homme. Jusque-là, l'empereur ne pouvait être qu'italien de naissance. Mais en 98, les choses changent. Un étranger vient s'emparer de l'Empire. Cet homme s'appelle Trajan. C'est un guerrier ambitieux venu d'Espagne. Ses victoires à répétition attirent l'attention de l'empereur Nerva. Celui-ci est malade et il voit sa fin approcher. Il n'a pas d'héritier et s'inquiète pour l'avenir de son empire. Ébloui par les succès de Trajan, il décide de l'adopter. Être romain ne veut plus dire la même chose. Désormais, un romain est celui qui peut aider l'Empire, le protéger. Trajan est un très bon exemple de cette évolution. Trajan est véritablement le premier empereur qui ne soit pas originaire d'Italie. Quand Nerva meurt, Trajan hérite de l'Empire romain. Sa première volonté afin de légitimer son pouvoir est de prouver sa loyauté vis-à-vis des citoyens de la capitale. Il sait que le meilleur moyen d'y parvenir est de satisfaire leur amour sans limite pour la domination. Pour les Romains, tout devait être grandiose. La taille de leur empire, la taille de leurs édifices, mais aussi l'ambition des individus qui les dirigent. Être romain, c'est être grand. Ils étaient mus par le sentiment d'être collectivement supérieurs aux autres. Trajan lance de nouveaux chantiers gigantesques. Le premier de tous est la rénovation des infrastructures de l'Empire. Il commence par faire réparer les routes, les ports et les bâtiments publics qui commencent à s'abîmer. Puis il fait construire ce qui sera l'un des derniers grands aqueducs, ainsi que de nouveaux bains publics sur les ruines du palais de Néron. Il fallait énormément d'argent pour financer toutes ces constructions. Et il en faudra encore plus pour mener à terme des projets encore plus grands. Ces constructions sont importantes, car dans l'esprit des Romains, c'est aussi une forme de conquête. Après seulement 3 années de règne, Trajan lance une grande offensive militaire. Cette guerre n'a qu'un seul but, réunir les fonds nécessaires à la construction de nouveaux édifices toujours plus grands, toujours plus beaux. Il décide de partir à la conquête de la Dacie, une région éloignée qui englobe la Roumanie et la Hongrie d'aujourd'hui. Une région que les Romains ne sont jamais parvenus à conquérir. Après des années de combats acharnés, les Daces se rendent en 107 après Jésus-Christ. Les vainqueurs vont alors se servir sans vergogne dans le trésor des Daces.
l'empereur rapporte à Rome 150 tonnes d'or et 300 tonnes d'argent. Trajan est l'empereur qui a le plus repoussé les frontières de l'Empire. Il a passé son règne à faire ça. C'est de cette façon qu'il pouvait récolter toujours plus d'argent, de biens, de trésors. Plus que n'importe quel autre empereur, c'est ce qui explique qu'il ait eu tellement d'argent à sa disposition. Ce fabuleux butin, Trajan l'utilise tout d'abord pour décongestionner le centre-ville surpeuplé de Rome. Depuis toujours, le vieux forum est au centre de toutes les activités. Le commerce, le gouvernement et la culture. On y trouve aussi des temples dédiés aux dieux. On y vénère aussi bien Saturne que Vesta, à 2 pas des cours de justice et des bibliothèques. Mais Rome est devenue la capitale du monde antique, et le vieux forum n'est plus assez grand pour cette ville qui s'étend sans cesse, bien au-delà de ses limites originelles. Le forum est très important pour les Romains, parce que c'est une place, un endroit où ils se rencontrent. Ils font des affaires, où l'on parle de politique, où l'on vend, on fait des affaires, quoi. Le forum est le centre de la vie publique. C'est très vivant, beaucoup plus vivant que les places publiques d'aujourd'hui, parce que toute la vie publique avait lieu là. Mais la plus grande capitale du monde n'était pas assez grande pour accueillir toutes les personnes qui y affluaient. Le forum était le point central de la vie à Rome. Mais le succès de cette ville et l'augmentation très forte de la population obligeaient à construire toujours de nouvelles extensions. Chaque empereur devait agrandir un peu plus le forum. À l'époque de Trajan, Rome est une métropole d'une densité incroyable. 1 million de personnes y vivent et cette population ne cesse de croître. Trajan décide de commander son propre forum. Il sera plus grand et plus prestigieux que tous ceux de ses prédécesseurs réunis. Trajan n'avait pas seulement l'argent, il avait aussi les compétences de ses ingénieurs. Ils étaient au top. Ils pouvaient créer et construire mieux et plus vite que leurs prédécesseurs. L'homme qui va imaginer le forum de Trajan est lui aussi un étranger, Apollodore de Damas. Apollodore est un grec originaire de la Syrie actuelle. Cet architecte a déjà conçu des ponts militaires pour Trajan lors de ses campagnes en Dacie. Des guerres durant lesquelles il a pu prouver toute l'étendue de son talent. Mais au centre de Rome, l'espace manque pour construire en grand. Dans ces conditions, comment réaliser la vision grandiose de Trajan? Pour relever le défi, Apollodore va devoir faire appel à toute son ingéniosité. On rencontrait les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Trouver du terrain était pratiquement impossible. Donc si un empereur tenait absolument à bâtir à un endroit précis, eh bien il fallait commencer par raser tout ce qui s'y trouvait. Apollodore jette son dévolu sur cette colline, le Quirinal, situé tout près de l'ancien forum. Son emplacement est idéal. Le seul problème, c'est que pour mener à bien son projet, il a besoin d'un grand espace bien plat. Il va faire raser la colline. On était encore à des siècles de l'invention de la dynamite. Les Romains étaient obligés d'accomplir des exploits pour araser et aplanir le paysage, à la seule force des bras de dizaines de milliers d'esclaves. Ils travaillaient sans s'arrêter, munis de simples pics et de pioches. Il faut imaginer une armée de fourmis qui tentent de porter un morceau de pain. Elles ne peuvent pas le transporter en une seule fois. Elles vont d'abord le découper en petits morceaux avant de le déplacer. Une armée d'esclaves romains découpe ainsi méthodiquement la colline, morceau après morceau. Patiemment, ils viennent à bout des 38 mètres de hauteur que représente le Quirinal. Ce sont plus de 6 hectares de terrain vierge en plein cœur de Rome qui sont ainsi dégagés. L'alliance d'un empereur espagnol et d'un architecte grec va se révéler être un grand succès. Une ville de marbre émerge du sol. En 112 après Jésus-Christ, le forum de Trajan est terminé. Les Romains découvrent alors un équipement à la hauteur de leur idéal de grandeur. Ils y trouvent une bibliothèque latine, une autre grecque, des statues colossales, une place centrale monumentale et une basilique où l'on rend la justice qui s'élève sur 2 étages. Visiter le forum de Trajan devait être une expérience inoubliable pour les Romains. On commençait par visiter la plus imposante basilique jamais construite. Une basilique entièrement recouverte de marbre et baignée de lumière. Ensuite,
On arrivait dans la cour. Là, on pouvait contempler la monumentale statue équestre de Trajan. Ça devait être vraiment une visite impressionnante. La pièce maîtresse du forum est une colonne de marbre de 38 mètres de haut qui domine l'ensemble. Cette colonne, la voici. Elle a survécu aux assauts du temps. Ces bas-reliefs racontent la conquête de la Dacie par Trajan et son armée. Trajan est représenté encore et encore. Il est présent à chaque étape de la campagne militaire, des plans de bataille jusqu'à la conquête finale. La colonne est sans conteste un outil de propagande. La hauteur exacte de la colonne a elle-même une signification précise. La hauteur de la colonne de Trajan, 30 mètres, auquel s'ajoute une base et une statue, correspond exactement à la hauteur de la colline qui a été rasée pour créer le forum. Donc non seulement elle devient le symbole des victoires de Trajan, mais aussi de la victoire d'Apollodore, qui est parvenu à mener ce projet à bien. Le forum de Trajan va être le cœur de Rome durant 700 ans. Malheureusement, au IXe siècle de notre ère, il est en grande partie détruit par un terrible tremblement de terre. Cependant, ces vestiges ne laissent aucun doute sur sa taille. Elle était colossale. À l'extrémité du forum, on peut encore voir quasi intact le fameux marché de Trajan, un marché conçu pour soutenir la colline. Apollodore a la brillante idée de construire d'immenses galeries marchandes. Ces galeries se dressent sur 6 niveaux. Elles sont creusées dans la roche et bordées de magasins. 2000 ans avant notre époque, c'est une véritable préfiguration de nos centres commerciaux modernes. Le marché permettait de soutenir la falaise qui venait d'être découpée. Et ce n'est sûrement pas un hasard. Si la forme utilisée est concave, elle est beaucoup plus solide. Une fois de plus, c'est un arc renversé sur le côté qui peut ainsi résister à la pression de la colline. Au-dessus du demi-cercle s'élèvent 3 niveaux. À chaque niveau, on trouve toutes sortes de boutiques. Des petites, des grandes, des galeries de 3 étages. On dénombre plus de 150 magasins qui vendaient de tout, que ce soit des chaussures ou des œuvres d'art. Ce marché devait vendre une immense variété de choses venues de tous les coins de l'Empire, et peut-être de bien plus loin encore. Si le luxueux forum de Trajan est réservé à l'élite, son marché, lui, est conçu pour les masses. Le marché et le forum représentent 2 aspects très différents de la culture romaine. L'opulence du forum, sa cour, ses grandes colonnes, les décorations en or, tout ça en faisait le centre grandiose et officiel de la ville. Juste à côté, il y avait le marché, fait de briques, un lieu commun pour la vie quotidienne des Romains. Ces édifices publics, autant que ses conquêtes, font de Trajan l'un des empereurs les plus populaires de l'histoire romaine. C'était un grand bâtisseur, mais également un très grand stratège. Et tout comme Auguste, il assura une ère de paix et de tranquillité qui fut très importante pour l'Empire. Mais défendre cet immense territoire va devenir problématique pour ses successeurs. Pour stabiliser les frontières de l'Empire, le nouvel empereur va construire de véritables murs. Des murs censés protéger définitivement l'Empire des intrusions extérieures, celles des barbares. Clémentine, on vient de voir ce forum de Trajan avec ses temples, ses bâtiments magnifiques. Est-ce qu'il y a un forum comme ça dans toutes les villes romaines? Dans toutes les villes romaines, et d'ailleurs, en tout cas pour ce qui concerne Nîmes, nous y sommes. Ici, à l'époque, nous aurions eu du mal à nous frayer un chemin. C'était un endroit, le forum, c'est le lieu de vie absolue de la cité romaine. C'est vraiment ça. Il y a le marché, il y a le temple aussi, la maison carrée, et celui-ci est particulièrement exceptionnel. C'est le mieux conservé du monde romain, cette maison carrée de Nîmes. Alors ce qui est fou, c'est qu'on trouve donc des forums depuis l'Espagne jusqu'à la Turquie dans cet immense empire. Mais
il devient quand même totalement gigantesque. Il fait plus de 4000 km d'un bout à l'autre. Est-ce que l'empereur peut encore se faire obéir? Comment est-ce qu'on communique dans cet immense empire? Alors il faut une très bonne organisation et l'Empire romain est très organisé, très hiérarchisé. Alors on a des envoyés un peu partout, on a des préfets, on a des proconsuls. Jules César lui-même a été proconsul des Gaules avant de lancer sa conquête sur l'ensemble de la Gaule. Alors au bout d'un moment, cet empire devient si important, si tentaculaire qu'un empereur va venir et dire « ça suffit maintenant, notre empire a trouvé sa limite ». Et il va donner à son empire une limite qu'on appelle en latin le limes. Alors là encore, pour défendre ce limes, défendre cette frontière des peuples à l'extérieur qui s'agitent, qui menacent, les Romains, vous allez le voir, vont innover sous l'empereur Hadrien. Regardez. Lorsque Trajan meurt en 117 après Jésus-Christ, l'Empire romain est plus grand et plus riche que jamais. Mais ce gigantisme a un revers. Il va se révéler de plus en plus difficile à contrôler. Trajan n'a pas eu de fils biologique, et quand il meurt, c'est à son fils adoptif, Hadrien, que revient le pouvoir. Tout comme Trajan, Hadrien était un militaire accompli. Mais il voyait bien que l'Empire ne pourrait pas étendre ses frontières indéfiniment. Plus les frontières sont éloignées, plus les défendre coûte cher. Donc Hadrien ne va pas chercher à conquérir, mais plutôt à maintenir l'Empire tel qu'il est. Et pour cela, Hadrien innove avec un système de défense des frontières. Voici ce qu'il en reste. Nous sommes au nord de l'Angleterre, à 2500 km de Rome. Quand Hadrien accède au pouvoir en 117 après Jésus-Christ, cette partie de l'Empire, correspondant à l'Écosse actuelle, est un territoire difficile à contrôler, où les soldats romains doivent faire face à un froid glacial l'hiver et à des attaques barbares incessantes. Aussi, 5 ans plus tard, l'empereur décide de s'y rendre en personne. Très vite, il comprend que la première chose à faire est de remettre ses troupes en ordre. Les Romains ont toujours pensé que le meilleur moyen de discipliner les soldats, c'était le travail. S'ils étaient livrés à eux-mêmes, s'ils n'étaient pas occupés, ils commençaient à s'ennuyer, à jouer et puis à faire n'importe quoi. Hadrien met donc ses légions au travail. Il leur ordonne de construire la fortification la plus ambitieuse que les Romains aient jamais conçue. Un mur de défense de 120 km de long. Ce mur traverse le pays d'une mer à l'autre. Malheureusement, le temps a eu raison de lui, et aujourd'hui, il n'en reste plus que les fondations. Mais à l'origine, il mesure 4,5 mètres de haut et 2 mètres de large. Au pied, on creuse un fossé de 3 mètres de profondeur. L'envahisseur qui parviendra à franchir ces 2 obstacles se retrouvera face aux légions romaines qui les attendent, bien retranchées de l'autre côté du mur. Et si par miracle une armée vient à bout du mur et des soldats qui le protègent, elle découvrira un dernier obstacle, et pas des moindres. Le Vallum, un fossé de 40 mètres de large qui s'étend lui aussi d'une côte à l'autre. Le mur d'Hadrien est autant une barrière physique que psychologique. Son gigantisme est là pour rappeler aux barbares de l'extérieur que la puissance de Rome est sans limite. D'une certaine façon, on pourrait comparer le mur d'Hadrien au mur de Berlin, c'est-à-dire un mur qui empêche certains d'entrer et d'autres de sortir, qui empêche une sorte de mélange qui pourrait devenir incontrôlable. Le mur d'Hadrien est la plus grande fortification en pierre que les Romains aient jamais construite. Et le terrain escarpé de cette partie de l'Angleterre le rend encore plus efficace contre les invasions barbares. Les difficultés étaient énormes à cause du relief qui était inégal. Il y avait des falaises, des vallées, des murs de pierre. Rien que cela demandait des prouesses techniques, qui à l'arrivée seraient très bénéfiques à tout point de vue, car il faudrait beaucoup moins d'hommes
pour surveiller les frontières. Trois légions, soit 15 000 à 25 000 hommes, sont nécessaires à la construction de ce mur. Leur mission principale va être d'amener les lourds blocs de pierre jusqu'au chantier. Le montage du mur lui-même n'est qu'une petite partie de cette tâche gigantesque. Tous les 1500 mètres, les légions ont ordre d'ajouter des postes de garde appelés tours militaires. Ces postes peuvent abriter jusqu'à 60 hommes de troupes. Entre chaque tour militaire se dressent 2 tours plus petites où les sentinelles surveillent en permanence la frontière. Enfin, le long du mur se trouvent également 17 forts, chacun pouvant loger 1 millier de soldats. Avec ce mur, les Romains ont créé une zone militaire qui leur permettait de maintenir sur place une force importante. Celle-ci, rien qu'en se montrant, en patrouillant ou en se livrant à des activités diverses, avait un rôle dissuasif extrêmement efficace. Chaque fort couvre 1 à 2 hectares. Il comprend toujours un quartier général, des logements, un temple, un hôpital et des bains. En fait, tout ce qui est nécessaire à la vie militaire. Puis, des villes apparaissent autour de ces forts. Elles permettent d'apporter aux soldats tout ce qu'exige la vie quotidienne. Ces troupes romaines voulaient des chaussures romaines, des agrafes romaines pour leurs tuniques. Ils voulaient toutes les choses que l'on pouvait acheter dans l'Empire. Donc le commerce a suivi, les tavernes ont suivi, les femmes ont suivi les tavernes, et c'est ainsi que les troupes romaines ont transformé les régions où elles étaient stationnées. Le mur d'Adrien est achevé en 5 ans seulement. L'empereur a réussi à sécuriser la frontière nord de l'Empire, à discipliner ses soldats, et il prouve une fois de plus l'étendue de la puissance romaine. En 126 après Jésus-Christ, Adrien retourne à Rome. Il va faire alors construire l'une des merveilles les plus admirées de la ville éternelle, un temple dédié à tous les dieux, le Panthéon. En 126 après Jésus-Christ, Adrien est de retour à Rome après 5 années passées à fortifier les frontières de l'Empire. Pendant son absence, ses ingénieurs n'ont pas chômé. Ils ont tout mis en œuvre pour réaliser les édifices ordonnés par l'empereur. Il est certain qu'Adrien voulait laisser son empreinte à Rome. Il voulait prouver qu'il pouvait même mieux faire qu'Auguste. « 150 ans plus tôt, grâce à Auguste, Rome, la ville de briques, était devenue une ville de marbre. Adrien veut que son héritage soit tout aussi mémorable. Et le véritable joyau de cet héritage sera directement lié à son prédécesseur légendaire. Peu après son couronnement, il décide de faire reconstruire un vieux temple incendié datant de l'époque d'Auguste. C'est sur ces ruines qu'il fait construire la plus célèbre de ses réalisations, le Panthéon. Un temple majestueux consacré à tous les dieux romains. On peut dire que le Panthéon est le plus incroyable des monuments construits par les Romains. Pourquoi? Grâce à sa rotonde. La rotonde, un immense espace circulaire recouvert d'une coupole magnifique, est le cœur du Panthéon. Au centre, le dôme de béton s'élève à plus de 45 mètres. Il a exactement la forme d'une demi-sphère. Et cette gigantesque structure tient sans aucun pilier ni support. 45 mètres, ça fait une sacrée taille. Avoir l'audace d'imaginer et de construire quelque chose d'aussi vaste est un véritable exploit.
La coupole du Panthéon est toujours intacte 18 siècles après sa construction. C'est encore à ce jour la plus grande structure en béton non armé qui ait jamais été construite. Avant que les ingénieurs d'Adrien ne commencent à couler le béton nécessaire à la fabrication de ce gigantesque plafond, il leur a fallu calculer soigneusement comment la poussée du béton de la voûte allait se répartir sur les murs porteurs. Sans ces savants calculs, ils auraient pris le risque, une fois les échafaudages retirés, de voir les 3000 tonnes de béton de la coupole s'effondrer d'un coup. Aujourd'hui, quand on construit en béton, on le renforce par des barres en acier. C'est ce qu'on appelle du béton armé. Les Romains ne pouvaient pas faire cela. Du coup, le poids devait être parfaitement réparti du sommet vers la base de la coupole. Les ingénieurs du Panthéon imaginent plusieurs solutions très efficaces pour que le plafond ne leur tombe pas sur la tête. En effet, il ne s'agit pas seulement de sécurité. Il en va de l'honneur et de la réputation de l'empereur. La première mesure est de construire de solides murs de 6 mètres d'épaisseur. Ce sont eux qui seront chargés de soutenir la coupole. Ces murs verticaux servaient à soutenir la coupole et éviter que son poids pousse vers l'extérieur. Les murs étaient un soutien pour la coupole. Ensuite, ils utilisent des matériaux plus légers et des couches de ciment plus fines à mesure qu'ils atteignent le sommet de la coupole. C'est la même technique qu'aujourd'hui en fait. Les Romains utilisaient des granulats de béton pour une meilleure adhésion. Quand ils ont construit la coupole, ils ont utilisé une technique courante à cette époque, qui consistait à insérer des cruches vides au milieu du béton pour créer des poches d'air et alléger son poids total. Regardez ces coffres intégrés au plafond. Ils ne sont pas là uniquement pour faire joli. Ils permettent d'alléger la structure et de diminuer encore les risques d'effondrement. Finalement, ils joignent l'utile à l'agréable. Tout d'abord, ces coffres ont un but esthétique. Ils permettent à la surface de la coupole d'être décorée. En même temps, ils permettent de réduire la quantité de béton nécessaire pour recouvrir la coupole. Enfin, la dernière innovation destinée à répartir et alléger au maximum le poids du dôme est également l'élément le plus caractéristique du Panthéon. Il s'agit de l'oculus, ce trou circulaire au beau milieu du plafond, a un diamètre de 9 mètres, et lui aussi a deux fonctions. Éliminer l'excès de poids à l'endroit le plus fragile de la coupole et illuminer l'intérieur du Panthéon. Il est le symbole du soleil dardant ses rayons sur la terre. Imaginez une personne de l'Antiquité qui entre là. Il n'y avait jamais eu un endroit comme celui-ci auparavant. Les visiteurs pouvaient réellement ressentir l'aspect religieux dans cet édifice, dédié aux dieux. Les ingénieurs du Panthéon cherchaient à atteindre la perfection, et ils y sont presque parvenus. Mais un défaut mystérieux demeure, qui continue de surprendre les observateurs d'aujourd'hui. Regardez, la façade est trop courte. Il lui manque 3 mètres pour se raccorder à la rotonde, comme elle aurait dû l'être. Pourquoi ont-ils bien pu décider d'utiliser des colonnes de 12 mètres et non de 15? On ne peut que spéculer. Le bateau qui les transportait a-t-il coulé? Est-ce que les Romains n'ont pas réussi à se procurer les pierres dont ils avaient besoin à temps pour l'inauguration par Adrien? On ne peut vraiment pas savoir. Des siècles plus tard, le Panthéon reste une énigme technique qui en déconcerte plus d'un. Mais sa construction n'est pas le seul mystère. Nous n'avons aucune idée de qui a pu en être l'architecte. Il ne reste aucune trace de son identité. Cependant, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui pensent qu'il s'agirait de l'empereur Adrien lui-même. C'était un individu aux talents multiples. Il peignait, il écrivait des poèmes et adorait l'architecture. Il a construit beaucoup d'édifices à coupole. Donc, il me semble qu'il a peut-être pu participer à la création du Panthéon. Un autre architecte possible est Apollodore de Damas, le génie qui a conçu le forum du prédécesseur d'Adrien, l'empereur Trajan. Mais Apollodore ne croit pas vraiment au talent d'architecte d'Adrien, et il a l'audace de le dire haut et fort. Apollodore aurait même ricané en disant à Adrien
retourne à tes coupoles en forme de citrouille. Le projet a été confié à Apollodore, mais il n'a pas voulu réaliser les modifications qu'Adrien désirait. Et donc, pour cette raison, Adrien l'a tué. Il l'a forcé au suicide. Vérité ou légende? En 128 après Jésus-Christ, 8 ans après la disparition du plus grand architecte de Rome, Adrien meurt de cause naturelle à l'âge de 62 ans. Ses 20 ans de règne comptent parmi les périodes de construction les plus prolifiques de toute l'histoire romaine. À sa mort, partout dans l'Empire, des ports, des temples, des ponts et des basiliques portent son nom. Il faudra attendre un siècle pour qu'un nouvel empereur décide de mettre à nouveau la technique au service de l'architecture. Il bâtira la dernière merveille de l'Empire romain avant la chute de celui-ci. Quel personnage quand même cet Adrien? Grand bâtisseur, grand voyageur, le Panthéon, le mur d'Adrien. Et oui, il a bien des réalisations à son actif et alors il entend bien être obéi, hein, Adrien. Par exemple, pour le fameux mur d'Adrien, eh bien, il a demandé à ce que l'on construise une porte tous les 1000 Romains. 1000 Romains, ça fait 1500 mètres à peu près. Et donc, les bâtisseurs du mur, tous les 1500 mètres, ils font une porte. La porte n'a pas forcément d'utilité, elle peut déboucher sur un précipice. Peu importe, on obéit à l'empereur Adrien. Ça montre l'autorité incroyable de l'empereur romain sur son peuple. Et surtout une autorité qui s'exerce aux quatre coins du monde romain de cet immense empire. Alors justement, à l'époque d'Adrien, l'Empire romain est à son apogée, il y a une relative stabilité, les empereurs vont se succéder, dans le sang d'ailleurs parfois, et près de 70 ans après la mort d'Adrien, l'un d'entre eux, Caracalla, va donner au monde romain un de ses bâtiments les plus extraordinaires, le plus grand complexe de remise en forme jamais construit. Regardez. Durant les décennies qui suivent la mort d'Adrien, l'Empire romain continue de dominer l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Les empereurs romains parviennent à maintenir leur pouvoir absolu. Les armées romaines demeurent invincibles. Et les architectes romains continuent d'inspirer et de sublimer le monde. Leur dernière grande œuvre est sans doute l'une des plus connues aujourd'hui encore. Il s'agit des bains publics les plus somptueux jamais construits. Une commande passée en 212 par un empereur entêté et corrompu du nom de Caracalla. Caracalla accède au trône comme ses prédécesseurs, par le meurtre. Son père, l'empereur Septime Sévère, souhaitait que ses deux fils règnent ensemble sur l'Empire. Mais Caracalla et son frère Geta se haïssent. Après la mort de leur père, l'élimination de l'un par l'autre n'est qu'une question de temps. Caracalla est le premier à frapper. Caracalla l'a fait tuer devant sa propre mère. Ce que je trouve absolument atroce, le nom de Geta fut effacé des mémoires. On l'a supprimé de tous les écrits. On a effacé tous ses portraits et ses représentations. Seules quelques traces de son histoire sont parvenues jusqu'à nous. Nous savons que c'est l'État qui l'a éliminé. C'est une leçon dont on doit se rappeler. Le règne de Caracalla est à nouveau un règne sanglant. La tuerie continue dans l'ombre des chambres impériales. L'Empire est de nouveau entre les mains d'un tyran qui règne par la terreur. The rule of Caracalla is characterized by that Caracalla est un homme qui règne en se plaçant au-dessus des hommes, dans la sphère des dieux. Caracalla veut laisser un héritage qui assurera sa gloire pour les siècles à venir. Comme le Colisée l'avait fait pour Vespasien, le Forum pour Trajan et le Panthéon pour Adrien. Il voulait se prouver à lui-même qu'il méritait le pouvoir impérial. Il voulait montrer qu'il était encore meilleur que son père. Le nouvel empereur fait construire des thermes sans doute pour se laver de ses péchés passés. Depuis des siècles, les thermes font partie intégrante de la vie quotidienne à Rome.
Ils s'organisent autour de bains chauds et froids. Mais les bains ne servent pas qu'à se laver. Ils sont un peu comme les bars, où aujourd'hui on se retrouve après le travail. Ils jouent un rôle social très important. Tout le monde allait au bain. Les jeunes, les vieux, les riches et les pauvres. Le plus souvent en toute liberté et une totale promiscuité. Peut-être que cette promiscuité n'était pas applicable aux deux sexes, car les horaires n'étaient pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Les bains étaient le lieu de rencontre de la population tout entière, car ils étaient gratuits. Il ne fallait pas payer pour y avoir accès. Après le travail, les gens allaient au therme pour se détendre pendant quelques heures. Ils parlaient de politique, profitaient d'un massage, d'une manucure, d'une coupe de cheveux. Ils pouvaient faire de l'exercice, du catch. Et puis bien sûr, ils pouvaient se laver dans les bains ou transpirer dans des pièces à chaleur sèche. Et ils étaient entourés de marbre et de statues magnifiques. Tout ça profitait aussi à la classe moyenne. Ce n'était pas réservé aux riches. C'était pour le Romain moyen. Quand un empereur veut se rendre populaire aux yeux de son peuple, il fait construire des thermes. Certains, comme Néron, Titus et Trajan, ont construit leurs propres thermes et en ont fait des lieux somptueux et extravagants. Caracalla est bien décidé à les surclasser dans la démesure. Il fait donc construire les plus grands bains publics jamais imaginés. Aujourd'hui, il nous en reste les fondations. Elles témoignent de ce que pouvait être cet édifice. Comme vous pouvez le voir, tout ce qui reste ici est une série de salles immenses où se trouvaient des piscines de la taille des piscines olympiques. Il y avait des bains à différentes températures, des salles de bain privées et même des salons où les gens pouvaient discuter. Le bâtiment central est plus grand que la basilique Saint-Pierre et il est recouvert d'or et de marbre. Le sol est décoré de riches mosaïques, dont certains fragments sont toujours en place. Le bâtiment des thermes est entouré de vastes jardins réservés à la promenade et à la détente. Il y a aussi des bibliothèques, des magasins, des restaurants et même une maison close. Ce complexe est suffisamment vaste pour accueillir confortablement 2000 Romains. C'était une véritable petite ville qui devait toujours grouiller de monde. Ces salles immenses témoignent du talent des ingénieurs de l'époque et de leur créativité. Ils ont su surclasser tous les thermes construits auparavant. Les ouvriers de Caracalla ont dû travailler pratiquement jour et nuit pour terminer ces thermes dans un temps record. Pour construire un tel complexe thermal en 5 ans à peine, on estime qu'entre 5 et 10 000 hommes ont été nécessaires. Des hommes qui ont travaillé tous les jours, sans relâche, durant ces 5 ans. Les bâtiments visibles ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Regardez, en dessous du complexe, grâce à un aqueduc situé à quelques enjambées de là, on parvient à déverser près de 20 millions de litres d'eau fraîche dans les bains chaque jour. Les thermes étaient un miracle de technologie hydraulique. Il y avait le frigidarium, tepidarium, caldarium, qui chacune avait une température d'eau différente, qui tempérait également l'air et créait un climat de bien-être pour les utilisateurs. L'eau des piscines était chauffée par des feux de bois qui entretenaient 50 chaudières situées juste en dessous du sol. Ce sol était littéralement une séparation physique entre le monde des citoyens libres et celui des esclaves qui travaillaient dans des conditions épouvantables, exposés aux fumées, à la chaleur du feu, alors qu'au-dessus s'exposaient toutes ces chambres richement décorées de mosaïques et de marbre, de plafonds ornés. C'était le paradis. Les thermes de Caracalla ouvrent en 216 après Jésus-Christ. C'est l'une des plus grandes prouesses techniques romaines, alliant toutes les compétences que les Romains ont fait évoluer et perfectionner au fil des siècles. Dans un édifice comme les thermes de Caracalla, on voit une multitude de compétences techniques se compléter.
La production des briques, la maçonnerie, l'importation du marbre. On retrouve des systèmes hydrauliques venus de loin, les aqueducs, mais aussi le drainage et le système d'égout. On a aussi l'utilisation du béton, qui leur permet de construire de vastes espaces et de les recouvrir avec des coupoles et des voûtes. Les thermes de Caracalla sont un immense succès, mais on ne peut pas en dire autant de son règne. Alors que son projet épuise l'économie romaine, Caracalla continue de ruiner l'Empire en finançant des campagnes militaires en Arménie et contre les Parthes. Des territoires à l'est que l'Empire ne contrôle plus depuis l'époque de Trajan, un siècle plus tôt. Comme son illustre prédécesseur, Caracalla rêve de briller par ses tentatives de conquête, mais celles-ci vont signer sa perte. En 217 après Jésus-Christ, après un règne de 6 ans basé sur la cruauté et l'intimidation, Caracalla est poignardé par ses propres gardes du corps au cours d'une campagne militaire en Orient. La même année, un terrible incendie détruit le Colisée. Autant dire l'âme de la capitale. L'amphithéâtre sera reconstruit 20 ans plus tard, mais l'Empire lui-même ne s'en remettra jamais. L'époque glorieuse d'Auguste, de Vespasien et de Trajan fait déjà partie du passé, et la toute-puissance de Rome n'est plus qu'un souvenir. Pendant les 3 siècles qui suivent, cet empire qui s'était montré si brillant s'éteint doucement. À cela, plusieurs explications. Certains pensent que c'est la métallurgie qui les a tués. Certains pensent que c'est la décadence et la consanguinité dans la haute société. Certains pensent que c'est le manque d'entraînement de l'armée qui l'empêche de se défendre par la suite. Je pense que l'Empire romain était tout simplement trop vaste pour être gouverné efficacement, pour être bien administré et pour donner aux habitants le sentiment d'appartenir à la même communauté. Pendant les 5e et 6e siècles, des tribus guerrières germaniques pillent Rome à plusieurs reprises, exigeant terres et argent. En 537, une tribu frappe le point le plus sensible et le plus vital de la cité, ses aqueducs. Sans eau courante, les habitants commencent à dépérir. L'ex-grande capitale s'effondre. Privés d'eau, les habitants ne pouvaient plus vivre au cœur de la ville. Les terres cultivées ne pouvaient plus être irriguées. La population d'1 200 000 personnes chute à 12 000, une baisse de 99%. Clémentine, l'Empire romain est en train de se disloquer. Qu'est-ce qui va arriver, par exemple, aux habitants de Nîmes et à cet aqueduc du Pont du Gard? Écoutez, à la fin de l'Empire romain, on cherche à se protéger. Alors les villes vont se renfermer sur elles-mêmes, alors qu'il y avait une communication par ces voies romaines entre toutes ces villes gallo-romaines. Et alors tout ce patrimoine légué par les Romains, eh bien, progressivement, il va péricliter. Qu'arrive-t-il à une baignoire, un évier, une canalisation dont on ne s'occupe pas? Eh bien, elle s'entarte, elle périclite. C'est exactement ce qui va arriver à cet aqueduc, à ce pont aqueduc qui va s'entartrer sur une grosse partie de la canalisation et qui, vers le 6e siècle, ne laisse plus passer qu'un petit filet d'eau. Donc cette arrivée d'eau courante à Nîmes disparaît avant que l'époque moderne ne redécouvre les canalisations, les captages et ne se remette à distribuer l'eau courante dans les villes. Il va se passer combien de temps? L'eau courante, nos grands-mères avaient des pompes dans leur jardin, elles n'avaient pas l'eau courante. Donc c'est sidérant de penser qu'on a pu bénéficier d'une telle modernité à l'époque de Néron, vers l'an 50, et qu'après il faille attendre à peu près 1880, 1900 pour à nouveau avoir de l'eau courante. Mais 1500 ans après la chute de Rome, l'héritage laissé par ces ingénieurs continue de déconcerter et d'inspirer les constructeurs d'aujourd'hui. Il y a tant de choses que les Romains savaient faire à l'époque et que nous avons été incapables de réaliser jusqu'à ce qu'on ait développé de nouvelles technologies. Nous n'aurions certainement pas été capables de reproduire une coupole grande comme celle du Panthéon sans l'aide d'un ordinateur. On n'aurait pas pu déplacer le flanc d'une colline sans machine motorisée. Si nous n'avions que leurs outils de l'époque, nous serions incapables d'accomplir ce qu'ils ont accompli. En définitive, l'enseignement le plus important que l'on peut tirer de l'histoire de Rome est que ni César,
Néron ou Caracalla n'ont jamais compris, c'est que cette même ambition qui les a poussés à bâtir cet immense empire est aussi celle qui a mené cet empire à sa perte. Ces hommes ont tout fait pour satisfaire leur ambition et leur appétit. On peut les admirer et à la fois les détester pour ce qu'ils ont fait. Oui, les Romains étaient souvent violents, vindicatifs, avares et égocentriques. Mais les imposants monuments qu'ils nous ont légués sont la preuve non seulement de la puissance de leur civilisation, mais aussi du potentiel sans limite de l'homme. Vous pourrez retrouver toutes les informations et bien d'autres de ce numéro sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes. Au revoir.